Un rapport particulier avec Karim Benzema. Et alors là, je me prends un tollé des gars en plateau, et tu racontes n'importe quoi. Donc je Ah me sens ouais. un peu solo. J'ai trouvé très généreux, l'interview a été enregistrée, elle a été très longue, 1h10, 1h15. Et puis aussi sur la chatte à Dédé. Et ça, c'est un moment incroyable. Il nous sort cette anecdote. Mais c'est aujourd'hui la seule façon que j'ai trouvée, quand je vais rentrer sur un plateau télé, me persuader que ouais, en fait, je suis une professionnelle. Mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient prises à l'antenne avec cette démarche de se dire ce sont des hommes qui regardent la télévision, donc une sexualisation en fait. Et puis souvent on me l'a dit aussi. Ouais mais toi t'es à l'antenne, c'est parce que t'es bonne. Et en plus ça crée un truc chez moi particulier, c'est que moi je me suis jamais considérée comme étant belle. Même j'avais des complexes physiques, tu vois. Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Vanessa Lemoigne. On va se régaler, vous allez voir. Elle a plein de choses à dire, mais avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à soutenir le projet parce que franchement, c'est en train de prendre des proportions complètement dingues. Mais on n'est pas assez nombreux. Encore une fois, proportionnellement au nombre de vues, nombre d'abonnés, c'est pas encore ça. Allez, je compte sur vous et c'est parti, Vanessa. Comment tu vas? Ça va Colin et toi? Ça va au top. Tout roule, Avec la vie plaisir. est belle, les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent, je sais pas, je viens de couper mon arbre, du coup il y a plus trop d'oiseaux. Enfin il y a l'arbre toujours, hein, mais je vais faire un petit toilettage. D'accord. Sinon oui, la vie est belle. J'ai fait mon yoga, donc j'ai les chakras ouverts et prête à répondre à toutes les questions. Et je précise, je suis très contente d'avoir l'opportunité de faire cette interview avec toi. Moi je te suis depuis un petit moment. Comme une spectatrice, tu vois, j'aime bien ton approche. Je t'avoue que j'ai un peu peur parce que tu es un peu un psychologue et donc tu vas aller chercher dans les tréfonds de mon moi, tu vois, des trucs. Donc voilà, donc j'ai un peu cette crainte là. Ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer de toute façon. C'est toi qui décides à quel point tu as envie de te livrer ou pas. Karim Benzema, j'ai vu que tu avais partagé sur les réseaux le Ballon d'Or, évidemment, je suppose que ça t'a un peu touché. Tu as une résonance particulière chez toi de le voir enfin célébré comme ça par le monde entier et pas que la France? En fait, c'est déjà que je trouve que c'est un magnifique symbole de résilience. C'est qu'on peut faire des erreurs dans sa vie en tant que jeune homme ou jeune femme et savoir apprendre aussi de ses erreurs. Et puis, il n'a pas fait que des erreurs, hein, d'ailleurs. En passant, je dis ça, notamment en termes de communication. C'est juste que parfois, il était un peu en avance sur son temps, je trouve. Ouais. Il a dit les choses, il a dit les mots. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le travail, c'est cette valeur du travail en fait qu'il transmet à chaque fois, c'est ce qui revient systématiquement. Et puis après, j'ai aussi un petit truc un peu particulier avec lui, c'est que déjà ma mère est méga fan parce qu'il ressemble à mon petit frère. Il est de 1987 comme mon petit frère. Donc ma mère, depuis des années, elle est à fond team Benzema. Il y a eu toute l'histoire autour de l'équipe de France aussi son retour. Elle était super contente et moi aussi parce que du coup j'ai eu la chance avec Smaïl Bouabdella d'être les premiers à faire son interview pour un média français à son retour en équipe de France et c'était son choix. Parce que aussi, il y a eu une période où moi, je me suis exprimée dans une émission, c'était celle d'Omar, et j'ai pris une vague, mais de chienlit derrière, parce qu'en fait, moi, ça me faisait mal au cœur de voir son niveau au Real Madrid, et déjà parce que son travail, tu vois, sur le terrain, même sans ballon, même si effectivement les stats parlaient pas toujours pour lui, notamment au niveau des buts, je trouvais qu'il faisait un travail fantastique, et tous le disaient hors antenne, en fait. Mais il y avait une sorte de truc un peu particulier où ça faisait un peu mauvais genre de le dire à la télé. Hmm. Et en fait, à un moment, j'avais profité d'un off qu'on montrait, donc d'une image qu'on montrait avec où il faisait une passe D qui était absolument incroyable. Et en fait, j'ai dit, moi, juste, j'ai envie de m'arrêter sur Karim Benzema un instant parce que je trouve ça pas normal qu'aujourd'hui, il y ait un joueur comme ça. Qui fait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde et qui puisse pas porter le maillot d'une équipe nationale et participer aux plus grandes compétitions comme un mondial. Et je dis, je trouve pas ça normal. Je trouve que en fait, ça devient injuste. Et je lance ce truc. Pourquoi est-ce que si l'équipe de France ne veut pas aujourd'hui qu'il joue en équipe de France et qu'en plus on n'a pas de timing sur son retour parce qu'il n'y avait aucune communication autour, pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas jouer avec le maillot d'une autre équipe nationale? Ça se fait dans le handball, ça se fait dans le rugby. Et moi, je viens aussi de ce monde-là. Dans mes émissions, je parle de tout, en fait. Ouais. Et donc, je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas jouer maintenant pour une autre nation. Et alors là, je me prends un tollé des gars en plateau. J'ai un rire à côté de moi, mais tu racontes n'importe quoi. Donc, je Ah me sens ouais. un peu solo, sauf Omar, évidemment, qui me soutient à ce moment-là. Sur les réseaux, pareil. Ah, mais une vague où du coup je ferme carrément. Je me dis, bah vas-y, je regarde plus. Il s'avère que quelques jours plus tard, en fait, je pars en vacances et en fait, je descends de l'avion, je rallume mon téléphone et je regarde Twitter. Et là, mais je vois mais des notifs de partout. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait, quoi. Et en fait, bah, lui-même avait repris, après qu'un journaliste lui ait posé la question,
avait repris, en fait, la question avait été posée à Noël Le Graët et lui avait répondu en disant, laissez-moi jouer pour une autre nation. Et donc là, les gens forcément me nomment. Et puis, bah, ça, une mini remontada pour moi, en tout cas. C'est ce qui était un buzz négatif était devenu un buzz positif grâce à lui à ce moment-là. Et je pense que après, quand il a fallu qu'il reparle en fait à un média français, quand il arrive en équipe de France, je pense que ça, mine de rien, alors peut-être pas lui, mais dans les gens qui sont autour de lui, ça, c'est resté dans un coin de sa tête en fait, ce moment-là. Bah, clairement, ce jour-là, il m'a donné de la force, quoi, parce que j'avais eu 20 minutes avec lui. Voilà, une interview, franchement, en plus sur l'homme, sur sa vision du football, sa vision à lui de la vie. Et j'avais surkiffé. Donc j'ai un rapport particulier avec Karim Benzema, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un joueur aujourd'hui. J'aime bien sa façon d'aborder les choses. J'aime bien l'homme qu'il est devenu. Le papa aussi, avec ce côté voilà les valeurs familiales. Il aime bien en parler. Et puis bah le Ballon d'Or du peuple. Moi, alors, il a l'explication qu'il veut, et c'est normal, hein, il peut pas, je sais pas, peut-être qu'un jour, il donnera une autre version, mais moi, je suis obligée de penser à un seul héros, le peuple. En fait, quand il a dit ça, ça m'a renvoyé tout de suite à ça. Après, peut-être parce que c'est mon histoire personnelle. Et un seul héros, le peuple, ça, c'est une maxime très forte qui est utilisée en Algérie. Ouais. Et donc, du coup, bah voilà, tout ce qu'il y a derrière sur les jeunes issus des quartiers, donc la valorisation aussi des talents qui viennent des quartiers, il y avait ce côté-là. Et le côté abnégation, c'est-à-dire tu peux partir de nulle part et devenir quelqu'un en fait. Alors même si ça fait un peu naïf de dire ça comme ça, moi je trouve que en tout cas c'est un bel exemple d'influence pour la jeunesse. Dis-moi, le meilleur joueur français, selon toi, de l'histoire, qui c'est? Zidane, parce que Zizou, il a fait rêver. Et puis bah parce que par rapport à tout ce que je t'ai dit aussi pour Karim Benzema, même si il me fait penser un peu à Michael Jordan. C'est-à-dire que tous ses engagements à Zidane, ils ont été un peu dans l'ombre, il a jamais communiqué dessus. Mais Non. juste par sa présence, et c'est un peu la même chose pour France 98 en fait, les rôles modèles qu'ils ont donnés, en fait, ont permis d'inspirer toute une génération derrière, de petits garçons et de petites filles, et j'en suis la preuve en fait. Et puis bah Zidane, moi pour moi à la maison, tu vois, ma mère elle disait ouais, il est algérien. Tu vois? Ah là, tu vois, ah il y a les Algériens, ils ont du talent hein, les Algériens. Ça me faisait marrer. Ouais, trop fort quoi, trop fort. Il inventait des gestes, c'était fluide, c'était facile le foot. Eh bah là, tu descendais en bas de l'immeuble et tu voulais refaire la même chose, et puis bah tu te rendais compte que non, c'était pas possible. Mais c'est bien d'avouer que tu as essayé. C'est bien Bien sûr. d'avouer que tu as essayé. D'accord. Quand tu fais une interview que j'ai adoré de toi, c'est celle avec Didier Deschamps, qui est quelqu'un qui se maîtrise beaucoup, qui se contient beaucoup. Et je l'ai trouvé, pour la première fois, il m'a beaucoup touché dans l'authenticité qu'il s'était permis d'avoir dans ton interview. Est-ce que elle a été plus particulière, plus compliquée à préparer que d'autres? Alors oui, parce que j'avais pas le droit de me louper. En fait, je l'ai vu comme la CAN, comme l'Euro et comme le Mondial. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris qu'il y a des temps forts dans ma saison parce que tu peux pas en fait mettre autant d'énergie pour préparer. Et moi, en fait, je travaille beaucoup parce que j'ai toujours une angoisse. J'ai un complexe de légitimité, donc je me dis bah en fait, c'est pas moi qui devrais faire. Moi, ça va être nul ou je vais être gênante ou je vais pas poser les bonnes questions. Donc, je bosse beaucoup. Je prépare énormément. Mais en même temps, je suis persuadée que peut-être, moi, je vais faire naître quelque chose qui va être différent des autres et que peut-être par mon approche, voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il faut que je raconte les coulisses de cette interview, même si à l'époque on m'avait demandé de pas trop le dire. En tout cas, il communique pas dessus. Mais il faut savoir que en fait Didier Deschamps, il m'a donné cette interview. C'est suite au documentaire de on n'est pas des salariés, on est des journalistes et de la création aussi de l'association femmes de journalistes de sport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Fédé nous a contactés et nous a demandé en fait comment on peut vous aider. Et j'ai trouvé que la démarche était bien. Alors déjà, la première des choses, c'est que j'ai voulu amener moi des jeunes et des jeunes de mon asso, enfin de l'asso avec laquelle je collabore, qui est Golden Block. On a amené des jeunes de femmes de journalistes de sport à Clairefontaine, mais moi j'ai amené aussi des jeunes de chez moi et des filles donc. Donc on a amené des filles à Clairefontaine participer à une conférence de presse et elles ont eu aussi leur propre conférence de presse avec Guy Stéphane. Où il a répondu à toutes les questions. Des fois, il y avait des questions, elles ont été à fond, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont mis les pieds et tout. Et lui, il dit, ah bon, tu me poses cette question-là, t'as pas peur? Et donc, du coup, c'était un peu dans la même démarche. Et en fait, sur nos cas particuliers, en tant que journaliste dans des rédactions, c'est vrai que moi, rarement, j'ai été à Clairefontaine pour faire des interviews, par exemple,
Ou alors, comme pour Karim Benzema, bah, c'était à leur demande à eux. Et bah, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que c'est la Fédé, c'est Didier Deschamps qui a demandé à ce que ce soit moi, en fait, de Beansport qui fasse cette interview-là. Alors que normalement, c'est pas moi là qui suis prioritaire. C'est pas à moi de la faire, cette interview-là. On a toute une équipe qui est l'équipe Bean Bleu qui suit Didier Deschamps et donc ils l'ont fait régulièrement, hein, Didier Deschamps. C'est pas la première fois qu'il donne une interview à Beansport. Sauf que là, en fait, en gros, ils m'ont donné de la force. Aux yeux du grand public, en tout cas, et même vis-à-vis de Bein, bah, ça me positionne, en fait. Mhm. Ça me positionne dans une expertise que parfois, soit moi, je vais m'interdire de me donner, soit on va pas me la donner parce qu'il y a des a priori qui sont vrais ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, il y a des a priori. Et donc, du coup, ça te met une grosse pression. Et l'interview, je te cache pas que, pour le coup, bah, j'ai été revoir les matchs de l'équipe de France. J'ai analysé, je suis remontée à très loin, j'ai été voir la data. D'ailleurs, on lui a proposé une séquence spéciale data. Donc en fait, en gros, je voulais que ce soit le plus complet possible, tout en me disant, je connais en fait le personnage, comment il fonctionne dans les interviews. Donc il faut que je l'amène à moi. Et ça sert à ça, en fait, tout le côté, on parle de l'enfance au début, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, l'enfance, le début de carrière, parce que en fait, tout simplement leur laisser l'opportunité de se raconter et de récupérer leur storytelling en fait à eux Mhm. et leur montrer que finalement, bah, dans cette interview, il n'y a pas de limite à ce que eux, ils ont envie de confier. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oh, dire. si, moi, je vois parfaitement ce que tu C'est-à-dire veux que dire. c'est leur réponse en fait qui va Ouais, compter. C'est pas tellement ma question. ouais. Donc, si moi je dis quelque chose et qu'il n'est pas d'accord, il peut me dire non, je pense pas ça. Et en fait, du coup, ça a donné. Il a été super généreux. J'ai trouvé très généreux. L'interview a été enregistrée, elle a été très longue, parce que du coup, ça a duré 1h10, 1h15, Mm. ce qui est rare, tu vois, d'avoir un moment comme ça avec lui et que ce soit aussi long. Et puis, bah, du coup, sur plein de sujets, à la fois sur son enfance, sa vision du football, l'Italie, tu vois, lui, son rôle au sein des équipes où il a été en tant que capitaine, puis après sur le leadership, et puis après sur les systèmes de jeu, sur ce qu'il essaye de mettre en place, sur sa vision justement de la data, sur les critiques aussi, parfois des journalistes, et puis bah aussi sur la chatte à Dédé. Et ça, c'est un moment incroyable. Il nous sort cette anecdote qu'il y a un chat qui le suivait, il l'a croisé à chaque fois. Mais, Ouais. mais moi, j'ai ri avec lui, ça m'a fait rire. Donc, au-delà de juste l'interview et de ce que ça a rendu, franchement, moi, j'ai passé un bon moment, en fait. J'ai passé un super moment. Je vais être transparent avec toi et avec les autres. Tu es en train de foutre en l'air la totalité de mon interview. Tu sais, j'étais dans un format qui s'appelle Raconte ton foot, très spécifique, avec des rubriques et tout. Tu as tout foutu en l'air parce qu'il y a trop de sujets Désolée. intéressants que j'ai envie de développer. Donc, non, sois pas désolé, on va basculer, c'est pas grave. Au départ, je voulais te donner une call interview, bah, tu l'auras, ta call interview, parce que c'est trop intéressant pour que je m'arrête. Alors, il y a plusieurs choses que tu as abordées là. Déjà, quand tu dis la façon de préparer l'interview, de parler de l'enfance et tout, ce que ça permet, ça me parle tellement parce que je pense comme ça que j'arrive moi aussi à créer un lien particulier qui fait que les gens me demandaient souvent, mais quand tu arrives en interview, je crois que j'ignore peut-être aller 40, entre 40 et 60% en fonction de l'interview du contenu que j'aurai à la fin. Tu vois? Oui. Mais je l'avais jamais vu lui, pourtant il en a fait plein des interviews, je t'avoue, félicitations, parce que je l'avais jamais vu se livrer comme ça. Et ça a été une source d'inspiration pour le travail que je fais. Quand tu me parles de ta légitimité, encore une fois, ça me parle parce que je souffre de la même chose. Je suppose que c'est pas pour les mêmes raisons, c'est peut-être juste un trait de caractère, mais je souffre de cette légitimité-là aussi quand je prépare mon travail d'interview. Toi, elle vient d'où? Bah, en fait, je pense que ce sont des choses latentes qui se sont imprégnées dans mon inconscient sur les stéréotypes déjà de genre, sur les stéréotypes sociaux aussi. C'est que moi, j'ai fait des études, mais j'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire parce que j'avais pas les moyens. Tu vois, les bagages en fait que j'ai pas en fait tout simplement parce que j'ai eu des difficultés au départ qui sont liées à mon environnement et qui ont créé des complexes en fait chez moi qui fait que du coup je me sens jamais à ma place. Je même encore tu vois après maintenant j'ai pris l'habitude de dire les choses et tant pis tu vois et de formuler les choses ça me permet de me dire bah non en fait tu vas pas être comme ça et tu vas travailler tu vas montrer que t'es à ta place et que finalement il n'y a pas de déterminisme et qu'il y a personne qui doit te dire si t'es à ta place ou pas. Et en vrai plus on va me dire maintenant hein, surtout. Et puis en fait, ça avant c'était un peu inconscient, mais plus en fait on va essayer de me montrer que je suis pas à ma place, et plus ouah, ça va me donner une motivation incroyable
pour travailler, mais 1000 fois plus. Mais quand je te dis travailler, c'est pas genre, ouais, je vais faire 2 heures. C'est que je me rends malade parfois. Par exemple, l'interview de Gendouzi, là, que j'ai fait il y a pas longtemps. Mais si je te dis que réellement, j'ai passé 10 jours non-stop, c'est-à-dire que quand je rentrais, dès que mon fils dormait, je me remettais sur ma tablette à bosser, à reformuler mes questions, à aller voir, en fait, toutes les séquences que je pouvais récupérer sur Internet où on le voit jouer, mais à me rendre malade finalement. C'est comme si moi, je lui pose des questions, mais je peux faire ses réponses. Je Hmm. sais déjà ce qu'il va me répondre, le type, en fait. Hmm. Mais ça, c'est pas normal, tu vois. Je sais que c'est pas normal. Mais aujourd'hui la seule façon que j'ai trouvée pour me dire, euh, quand je vais rentrer sur un plateau télé, quand je vais rentrer quelque part, me persuader que, ouais, en fait, je suis une professionnelle. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et la légitimité, ben, écoute, je pense que j'aurai toute ma vie ce complexe de légitimité. Je suis persuadée que je ne suis pas à ma place. Voilà. Et qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et en plus, c'est vrai. Après, grâce aux gens qui sont aussi autour de moi, des gens qui travaillent avec moi, qui me reprennent aussi sur ma façon de parler. Et notamment, là, tu vois, j'ai personne autour de moi pour cette interview-là. Mais il y a une personne qui m'est proche, notamment Charlotte Prato, Ouais. qui souvent, après les interviews, me dit, arrête de dire ça. Arrête de dire cette phrase, c'est pas vrai, arrête, arrête, parce que du coup, tu te persuades toi-même. Après, j'ai appris à le dire aussi, à le formuler, et je pense que bah, peut-être que ça peut aider d'autres, hein, tu vois. Finalement, j'ai l'impression qu'on est tous chacun, on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Bon, tu m'as dit que on se mettait des barrières, que tu as été, entre guillemets, recherché, ton profil a été recherché, mais pas pour les bonnes raisons à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que à l'époque, en fait, c'était le moment où en Italie, il y avait beaucoup de bimbos qui étaient. Et après, encore une fois, on a le droit d'être une bimbo. Mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient prises à l'antenne avec cette démarche de se dire, ce sont des hommes qui regardent la télévision, Hmm. donc il faut mettre des femmes parce que les hommes aiment les femmes. Donc une sexualisation, en fait. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais après, c'est plus tard, tu vois, en regardant mon parcours et en me disant, parce qu'au départ, je voulais pas forcément faire de l'antenne. Moi, j'ai bossé chez Coé, tu vois, après mes études, j'ai bossé en boîte de nuit parce que pour payer mes études. Et puis, bah, derrière, il y a eu une sorte de 9 mois de trou noir où j'arrivais pas à trouver du boulot. J'ai fait Info Sport, j'ai essayé Info Sport, l'équipe TV. Donc j'envoyais des CV partout, Koé me répond, donc j'arrive chez lui. Et donc j'ai bossé avec lui. Et après, quand j'ai voulu me remettre dans ce que j'avais envie de faire, qui était le journalisme sportif, j'ai été bosser chez Orange Sport. Et en fait, chez Koé, je faisais je filmais, je faisais des montages, j'écrivais aussi beaucoup des sketchs et tout. Et puis bah j'ai fait des sujets avant, tu vois. Donc moi, j'arrivais plus dans cette perspective-là. C'était ça dans ma tête, que je savais faire. L'antenne, j'en avais fait très peu. J'avais fait une émission qui s'appelait PSG Côté Coulisses, ça a été une première, mais c'était une expérience, tu vois, de 1 an et j'avais 19 ans, quoi. Donc voilà, je pouvais pas surfer là-dessus. Je pouvais pas dire que j'étais pas bonne, quoi. J'étais vraiment mauvaise. Et en fait, ils me prennent pour l'antenne, pour présenter des JT. Et mes premiers JT, c'était une catastrophe. Mais le jour où quelqu'un ressort ces JT-là, mais c'est honteux, tu vois. Pourquoi, Comment tu mets quelqu'un comme ça à l'antenne, mais quoi? pourquoi Non, mais c'était honteux? vraiment. Il y avait quoi de honteux dans ce que tu faisais? Mais il y avait rien qu'elle ait. La Ah. forme, tout, c'était. En plus, je voulais faire la présentatrice, donc tu vois, oui bonjour, voilà, donc ça n'allait pas du tout. Après, ils D'accord. m'ont accompagnée. Il y avait Arnaud de Courcelles et Patrick Chen, et j'ai eu de la chance, tu vois, de tomber vraiment sur ces personnes-là. Patrick Chen, en plus, j'étais fan, tu vois, quand j'étais jeune, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était mon tonton, parce que je regardais le Tour de France. Donc la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est Patrick Chen. Et en fait, ils m'ont accompagnée pour progresser, et voilà. Mais eux, ils avaient, c'est déjà ce truc-là de se dire, il faut féminiser l'antenne, mais derrière, toujours, il y avait pas de femmes. Tu vois, dans les Ouais. métiers de l'ombre, il n'y avait pas de femmes. Donc moi, je fais partie de la génération où déjà, il fallait trouver des rôles modèles et donc du coup, des femmes à mettre à l'antenne, qui m'ont formée pour. Mais le point de départ, je sais que c'était ça, c'était une sexualisation. C'est parce que ce sont des hommes qui regardent la télévision. À Orange Sport, ça n'a pas été le cas, par contre, tu vois. Je sais que la démarche de Patrick Chen, c'était une démarche très progressiste, pour l'époque, en tout cas, de se dire, moi, je veux une antenne mixte. Je veux des femmes, je veux des hommes, le sport, c'est ça, mais aussi parce qu'il vient de l'omnisport et qu'il vient du vélo, et que, tu vois, l'athlé, donc, du coup, il avait déjà cette unité centrale, on va dire, qui était déjà plutôt neuve, quoi. Voilà, Hmm. il était un peu dans le futur. Mais voilà, j'ai conscience que le début, c'était pas pour les bonnes raisons. Et puis souvent, on me l'a dit aussi, tu vois, dans les commentaires qu'on me faisait, ouais, mais toi, t'es à l'antenne, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais ouais, c'est parce que t'es bonne, on t'a mis à la télé pour ton physique. Et en plus, ça crée un truc chez moi particulier, c'est que moi, je me suis jamais considérée comme étant belle.
Même j'avais des complexes physiques, tu vois. J'avais les dents Mhm. tordues à l'époque. Donc là, j'ai fait un vis-à-ligne pour les dents. Donc, je pourrais te raconter cette histoire-là aussi. C'est grâce à Pascal Obispo. D'accord. Mais je me trouvais pas belle, moi. Donc, du coup, ça me faisait un truc chelou dans ma tête de me dire, mais attends, il me dit que c'est pour mon physique, mais en fait, je suis pas. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, il n'y a pas de. Donc, et ça, c'est pendant des années, je voyais ça. Et parfois, ça ressurgit encore. Bon, tu m'as parlé tout à l'heure notamment du travail de Marie Portolano. Ouais. Alors, dis-moi, à quel point ça, parce que je trouve que c'est encore trop rare quand même ce genre de documentaire slash campagne slash pointer du doigt, entre guillemets, les vrais soucis de notre société. Je trouve que ce genre de documentaire et de campagne sortent à notre époque montre qu'on est en retard. Aujourd'hui, toi, à ton époque, dans ton travail de tous les jours, à quel point tu subis ce qui est dénoncé dans ce travail-là. Alors déjà, il y a la première des choses, et je crois que, et tu vois, ce que c'est important de prendre toujours du recul sur ce que tu fais, pour pas que ce que tu fais devienne de quelque chose de négatif. Moi, j'aime pas en fait que ça devienne de l'énergie négative. C'est important de dire que ce documentaire ne pointait pas du doigt des personnes, ça pointait du doigt des comportements qui sont, pour le coup, dans la société. Le sport, c'est juste en fait un miroir grossissant de ce qu'est notre société. Aujourd'hui, toute femme à qui tu vas parler, que tu connais, a vécu dans sa vie une agression sexiste, une agression sexuelle. Ça, faut le savoir. Il n'y a pas une seule nana à qui j'ai dit ça et qui m'a pas dit ah non non moi il m'est jamais rien arrivé. C'est pas vrai. Après à moindre mesure, mais ça veut pas dire que c'est normal de l'accepter. On a toutes été tu vois victimes. Voilà. Moi aujourd'hui je ne subis plus. C'est-à-dire que à la fois le travail de l'équipe à l'époque avec Sacha Nokovic, qui était le premier hein, finalement à venir nous poser des questions sur pendant le confinement sur voilà comment on vit dans ce milieu-là et qui a été le premier à nous interroger. Et où moi à l'époque j'avais plutôt ce discours de ouais mais moi j'affronte, c'est une compète mixte, ou du coup toujours de me dire de me servir, mais enfin, c'est un peu négatif finalement de ces de des coups durs, tu vois, des coups bas qu'on va me faire, de m'en servir pour être toujours dans la bataille, en fait. Et en fait, ça te fait du mal d'être comme ça. Hmm. Et le docu de Marie, et en plus, on s'en est parlé, tu vois, avec elle, et pour le coup, elle nous a mis en co-réalisatrice pour ça, c'est qu'en fait, c'était nos histoires qu'on venait confier. Et ce qui est assez compliqué, c'est que, tu vois, tu vas parler de gens que tu aimes aussi. Tu vas parler de gens que tu aimes et que tu apprécies, pour qui parfois tu as du respect, mais qui ont des comportements qui vont être déplacés à certains moments bien précis. Et ces comportements-là, en fait, si tu l'as pas réalisé sur le moment, en tout cas moi, ou quand j'étais plus jeune, eh ben, je me suis rendu compte que ça m'avait affecté. Parce que soit ça m'avait mis mal à l'aise, j'avais pas comment surréagir, et que ça te crée une sorte bah, ça te fait un petit traumatisme, t'as une dissociation, en fait, quand t'as quelqu'un que tu apprécies, que t'aimes bien, et qui te fait un truc qui te fait du mal, en fait. Et donc, du coup, t'as ce truc-là qui est très compliqué. Tu pourras poser la question si t'as l'occasion à toutes. Moi, ce documentaire m'a fait beaucoup de mal aussi. Derrière, m'a fait du mal, en fait. Parce que d'être incomprise sur ce que on racontait, alors beaucoup ont compris, heureusement, c'était montrer que l'accumulation de petites agressions sexistes ou même bah, de soulever une jupe, tu vois, d'essayer de t'embrasser. Tu vois, des trucs comme ça, en fait, quand tu les mets bout à bout et que c'est une accumulation et que finalement, bah, c'est durant toute notre vie, toute notre carrière, bah, en fait, toi, t'as pas à subir ça, t'as pas à devenir bah, les femmes dures qu'on est toutes devenues. Parce que celles qui sont restées, et j'en connais qui ont lâché l'affaire, en fait, et ça fait de la peine, ben, en fait, toutes celles qui sont restées, on n'a pas eu le choix d'être douce. On est dur. On est très dur. Et aujourd'hui, et c'est la vérité, aujourd'hui, maintenant, je suis factuelle. Parfois, ça me coûte et je sais que je suis un problème. Et c'est dommage, mais voilà, ma vie professionnelle, en fait, je sais elle n'aboutira jamais finalement à un truc qui va être pour moi quelque chose de positif et de cool parce que j'ai trop une mal, en fait. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, tu vois, il y a 2 semaines, il y a un truc qui me plaît pas, parce que c'est sexiste en fait. Et ben, je suis obligée, je fais un mail et je le dis. Et voilà, et ça, et vous vous rendez pas compte que c'est ça. Mais non, pas du tout, parce que c'était plus de l'humour. Bah non, ok, l'humour, ok, ça a bon dos. Mais là, en fait, ça correspond à ça. Et voilà ce que ça fait. Et moi, ça me blesse. Mais en fait, il faut que je le fasse, à la fois pour moi à titre personnel, mais aussi pour les petites jeunes qui vont arriver derrière. En fait, c'est qu'on a une responsabilité. Aujourd'hui, qu'on a la possibilité, finalement, de dire les choses et que ce soit entendu, bah, de les dire sans avoir peur, même si finalement, moi, je sais que ça me coûte.
et que ça me nique ma carrière professionnelle. Très clairement, je te le dis. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Je te donne un exemple. L'Euro. Mon deuxième match, le Danemark. Pourquoi est-ce que ça tombe sur ma tête, tu vois, ce qui s'est passé pour Eriksen, je te jure, j'ai eu une angoisse à ce moment-là où je me suis dit, waouh, ça va être dur de gérer ça parce que est-ce que faut trouver les bons mots, et puis même, moi j'ai l'émotion, je vois le gars, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que, bah voilà, moi j'ai que des situations comme ça. Et j'ai toujours que des situations comme ça. Voilà. Après, je gère ou je gère pas, je sais pas, tu vois. On fera le bilan à la fin. Mais en tout cas, j'essaye de faire le mieux possible. Le retour de ce moment que tu as vécu à l'Euro avec Eriksen, il est bon ou il est négatif? Si il est bon au final, et tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais déjà vécu une situation un peu similaire qui était dropped avec un ami à moi qui était dans un des hélicoptères, Alexis Vastine, où je suis réveillée, je faisais une émission de matinale qui était Expresso et je suis réveillée dans la nuit. Et on te dit que, en fait, ton pote est mort, quoi. Et on te dit, va à l'antenne. Mais en fait, tu appuies sur un bouton, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé à l'antenne. Je me souviens juste de la souffrance que ça a pu provoquer chez moi, en fait, de me forcer à aller quelque part alors que tout ce qui est en moi ne pouvait pas, en fait. Ça, c'est un traumatisme. Et en fait, quand il y a eu le truc d'Erickson, ça m'a réactivé automatiquement ce truc-là. Et en fait, pour gérer cette situation, j'ai eu la chance d'avoir des gens, des chefs d'édition qui étaient avec moi à l'époque. Dont un qui s'appelle Steven Le Diagorn et qui, du coup, en fait, on était devant la télévision et en fait, il y a eu un moment où au bout de 5 minutes, parce que le premier truc, c'est que tu deviens téléspectateur, tu regardes, tu les écoutes. Et en fait, tac, on s'est regardé, on s'est dit, ah, il faut qu'on aille les aider. Et en fait, j'avais Florent Ozo qui était à côté, qui était sidéré parce que du coup, waouh, tu vois, tu te remets du truc. On dit à Florent, Florent, on peut rouvrir le plateau, on peut y aller. Et bah, allez-y. Et en fait, tac, on est retourné à l'antenne. Moi, sur ma route, je croise Flo Janton. Je lui dis, Flo, s'il te plaît, viens à l'antenne avec moi. Et en fait, j'ai dit, appelez Christophe Joss parce que Christophe Joss, quand même, c'est la personne qui a commenté le plus de matchs dans des compétitions internationales. Et j'avais besoin de gens comme ça, d'expérience, en fait, avec moi et pour être des relais. Donc pour moi, on a fait une co-animation à plusieurs en fait. Et puis bah après, le premier truc quand je parle à l'antenne, c'est que je me dis, bah en fait, il y a Noam qui est mon fils qui est en train de regarder. Parce que du coup, c'était mes premiers matchs, tu vois, c'était un de mes premiers. Donc, mais je crois que c'était mon premier en fait. Et donc je me dis, bah Noam, il est devant, tu vois. Donc du coup, je me dis, mais comment je vais dire les choses? Et donc en fait, en gros, on a un très bon réalisateur qui part sur le plan large, choisit de commuter en fait, et ne passe pas sur sur le flux qui est proposé aux chaînes de télévision. Donc là, en fait, en France, nous, le réel, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque du coup la diffusion des images. Moi, par contre, j'ai le retour devant moi. Donc je vois tout. Je vois le massage, je vois tout. Donc en gros, je me dis, je vais raconter, je vais décrire, mais je vais dire les mots en fait, tout simplement. Je vais dire les mots et je vais le dire pour un enfant, parce qu'il y a des enfants et il y a mon fils qui est devant. Donc en gros, je me positionne aussi en maman jusqu'au moment où on a l'info. Et donc je reçois un message. J'avais quelqu'un qui était là-bas que je connaissais, qui bossait avec l'UEFA et qui m'envoie un message et qui me dit apparemment c'est ok. Son père a parlé à telle chaîne. Donc je vais sur Twitter, je regarde et effectivement, tac, il y avait tu vois, ça avait un message où tu avais le communiqué du père qui leur avait parlé et tout. Et donc là, en fait, quand je dis les trucs, j'ai un soulagement et là, en fait, je redeviens juste une personne lambda et je chiale. Je chiale. Et je pense que toutes les personnes qui étaient devant leur télévision ont eu la même réaction que moi, parce qu'en fait, je ne voulais pas être la personne qui allait incarner un moment aussi dramatique à la télévision. Parce que ça, après, c'est des trucs qui restent. Et je voulais pas voir ma tête associée à ça, quoi. Et donc, ça s'est transformé en quelque chose de ultra positif, où derrière, ben, du coup, c'est moi qui ai fait tous les matchs du Danemark, et où, voilà, il y avait une force qui émanait de cette équipe et aujourd'hui, je peux te dire que c'est une de mes équipes préférées pour la résilience, pour ce qu'ils ont montré, pour ce qu'ils montrent encore aujourd'hui, même dans leurs engagements. C'est voilà, c'est une équipe que pour le coup j'aime. Voilà, vraiment je les aime. Et je suis contente quand je vois Eriksen, tu vois, sur un terrain et tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille et tout. J'ai envie de lui envoyer des cœurs sur Twitter. D'ailleurs, je l'ai fait. D'accord.
Bon, on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Il y a la CAN. Ouais. Ça fait vraiment partie de toi, partie de ta culture, partie de ton éducation, voilà, ce côté, la partie algérienne de ton éducation. Dis-moi ce que ça représentait, parce que j'ai lu les interviews, j'ai lu les déclarations que tu as pu faire quand tu y étais, quand tu as été envoyé pour superviser, pour encadrer, pour rapporter la CAN à Beansport. En quoi est-ce que ça a été un step-up dans ta carrière? Qu'est-ce que ça a modifié sur ta façon d'appréhender le métier et d'appréhender la vie que te permet d'avoir ce métier-là? Alors, le premier truc, c'est que quand on attaque la saison, on m'avait pas fait des promesses, mais je pensais être sur la Ligue des Champions dans le dispositif. Après, quand tu réfléchis, il n'y avait pas de place pour moi en vrai. Tu vois, il y avait déjà des gens qui étaient en place, qui avaient fait celle d'avant. Il aurait fallu évincer quelqu'un et ça, en vrai, j'aurais pas assumé. Et donc, du coup, je ne suis pas sur le dispositif Ligue des Champions. Et donc, j'ai un coup de mou, quoi, tu vois. J'en veux à personne, mais du coup, je me dis, bah, tu vois, c'était un de mes rêves, ça aussi, quoi. Donc du coup, tu sais, j'ai eu un petit coup de bad trip à un moment donné. Et en fait, Florent, assez vite, Ouzo, me dit, par contre, ouais, il y a la CAN en janvier et on voudrait que tu la fasses. Et donc, mon premier truc, c'est que je comprends pas, en fait, tout de suite l'opportunité que ça va être pour moi. Et assez vite, quand je rentre dans la préparation de la CAN, je me rends compte que, en fait, je vais incarner toute seule bah, une compétition qui est quand même une compétition très forte et pour laquelle en fait moi j'ai beaucoup d'attaches depuis toujours en fait. Déjà même dans mes premières expériences professionnelles à Orange Sport où je bossais un petit peu dessus, c'était Flo Janton à l'époque à Orange Sport qui l'incarnait. Et en fait, je me rends compte que finalement, ça va être la première compétition internationale où je vais porter le truc sur mes épaules. Donc, professionnellement, ça va peut-être me permettre, moi aussi, de progresser en vue du mondial après et voilà de me donner confiance en moi. Et en fait, je me dis c'est intelligent en fait ce qu'ils ont fait. C'est de m'accompagner step by step histoire d'aussi de me tester et voir comment je vais réussir à gérer le truc et si on peut me confier autre chose encore après quoi. Et en fait, moi tout de suite et c'est pas pour critiquer le travail des autres qui ont été faits avant, hein, pas du tout, mais je sais que dans la conception, dans ce que j'ai lu, sur le côté un peu, ouais, le foot africain, c'est folklorique, c'est des images, tu vois, de joie, de la danse, machin. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je la vois pas comme ça, en fait, la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je vois je vois une niche avec des communautés et des gens qui sont très suiveurs du football de leur nation mais vraiment pour le coup. Donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je fasse des avant-matchs. Et en plus, on n'était pas sur place à cause du Covid, on ne pouvait pas aller sur place. Donc, on avait finalement que le faisceau. Donc, on ne pouvait pas proposer autre chose autour. Et je me suis dit, bah, ces joueurs-là, ils jouent aujourd'hui dans les championnats européens qu'on a. Bah, en fait, je vais faire des avant-matchs comme pour tous les autres que je fais, tu vois, au cours de l'année sur l'AC Milan, le Real, comme j'ai fait pendant l'Euro. Où bah, finalement on va parler de l'historique des nations, des duels de confrontation entre les équipes, des matchs dans le match entre des joueurs, et puis bah, on va faire de la palette. Et en plus j'avais les consultants pour quoi. Tu vois, Mehdi Benassia, Benjamin Moukandjo, Dembaba, Damien Perkis, Louisa Nessib. Donc j'avais des gens qui sentent le foot, quoi. Vraiment, ils puent le foot, ces gens-là. Et donc, du coup, ben, on a fait un truc ultra carré. Après, pour des gens qui bossent avec moi, mes chefs d'aide, ils se tiraient les cheveux parce qu'ils en avaient, c'était beaucoup de travail, tu vois, faut aller chercher des images, voilà. Mais voilà, en tout cas, assez vite, j'ai vu, et pour ça, c'est bien aussi les réseaux sociaux, tu vois tout de suite, en fait, les retombées, en fait, comment c'est perçu. Et en fait, c'était bien perçu. Ils ont vu que c'était carré et qu'on proposait quelque chose. Et puis, bah, après moi, bah, l'Algérie, forcément, bah, ça m'a donné j'ai percé en Algérie de fou, mais genre Ah incroyable. ouais, j'ai vu ça, Des ouais. articles, il y avait des articles, c'était fou, quoi. Malheureusement, on m'a considéré comme un chat noir. Ouais, bah oui. Bah ouais, en Discrimination plus avec le policière. match à Blida derrière où j'ai été. Donc bon, voilà. Ouais, c'est la petite touche noire un petit peu du tableau. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, ça, je te dis, rien n'est jamais facile avec moi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même là où tout est là pour que tu brilles, finalement, on te met un petit tiens, prends ça dans ta tête quand même. Ouais. Bon, ça reste quand même un des moments majeurs de ta carrière pour l'instant. Ah ouais. À prime time. Ah, Prime c'était time. trop bien. Ah, Ouais, ouais, moi, j'ai surkiffé. Ah, franchement, c'était fantastique. d'accord. Ah, sincèrement, c'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un éloge. Je sens que j'aurais pas dû te le faire. Mais bref, j'ai fait un éloge en disant que tu étais une
personne engagée, généreuse, avec des combats qui étaient louables et impressionnants. On a parlé du féminisme. Tu m'as parlé dans des proportions que je soupçonnais pas de ce que tu as pu vivre. Il y a un autre projet qui te tient à cœur, qui s'appelle Golden Blocks. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que des projets comme celui-là, on va rappeler pourquoi, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, créé en 2014 par Ladji Doucouré, Mathieu Lahaye et Boro Doucouré, Ouais. qui consiste, dans les grosses lignes, à donner un sport, à faire en sorte que le sport soit accessible à tous. D'amener le sport au cœur des quartiers. Voilà, il y a des prix, même des prix sous forme de licences sportives qui sont attribués aux enfants et aux participants. Dis-moi pourquoi un projet comme celui-là, même si moi j'ai déjà la réponse parce que je commence à te connaître un petit peu, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi que tout le monde y ait accès? Bah, c'est l'égalité des chances. Donc, tu vois, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé avec eux, c'est que eux, c'est sur vraiment, au départ, c'est sur la partie sportive. T'amènes le sport au cœur des quartiers avec un sport en plus qui est ultra mixte, qui est l'athlétisme. L'Adji, de Couré, donc, qui part de sa propre histoire, en fait, où il était en train de courir dans la rue, et t'as Renaud Longuèvre qui le repère et qui lui dit, attends, toi, tu cours super vite, viens, il y a un club d'athlètes à côté. Et en fait, ça, tu vois, quand t'habites dans un quartier, généralement, il est pas dedans ton quartier, en fait, le club d'athlètes. Il va être plus, tu vois, en extérieur, ou du moins tes parents ne vont pas penser, ou autre, on se dit que c'est cher et autres. Et en fait, c'est créer ce lien-là, tu vois, entre les associations sportives qui peuvent être autour et le quartier, quoi. Donc déjà, tu viens, tu mets une petite graine, qui est la graine du sport, avec ses valeurs et tout. Et puis, ils organisent des sprints interquartiers. Donc des quartiers où tu vas te dire, ouais, c'est mort et tout, ils s'embrouillent, et on peut pas les mettre ensemble. Bah là, en fait, tu te rends compte que les petits vont faire un truc basique, faire de la course, quoi. Tu fais une course. Mhm. Et bah, ça fonctionne super bien. Puis, un ancien de l'équipe qui venait pour leur donner les bases, en fait, du journalisme. Et puis, bah, moi, bah, je leur amenais des gens pour des interventions. Tu vois, le Luis Fernandez, par exemple, il est venu, il a raconté son histoire. En plus, c'est la même, parce que lui, il vient d'un quartier, tu vois, issu de l'immigration. Donc, je trouvais ça intéressant, le parallèle, de voir comment lui, avec sa problématique, comment il s'en est sorti, quel regard il a sur ça aujourd'hui. Et en fait, à la fin, on a payé les études d'une élève. Et donc, du coup, et ça me tenait particulièrement à cœur et j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus, c'est qu'on ait plus d'argent pour payer plein d'études à tout le monde. Parce qu'en fait, ça va de 15 à 22 ans. Donc, 15 ans, bah, tu mets la graine, tu les accompagnes, tu les emmènes dans des endroits. Je les emmène à Clairefontaine. Là, on a une séquence qui arrive, on va aller au ministère de l'égalité des chances et où tu as deux élèves qui vont interviewer la ministre Isabelle Rome. Et puis bah, après, les autres, il y aura une séance de questions-réponses autour du thème justement d'égalité des chances, des discriminations et de leur vécu à eux pour qu'il y ait un vrai échange et que quelque chose naisse aussi de ça. Et donc ça me tient particulièrement à cœur. Parce qu'en fait, je veux que ce que je fais, ça ne soit pas vain. Si aujourd'hui sur ma carrière, j'ai un recul en me disant, bah ouais, c'est problématique et je suis un problème et compagnie, bah, ça me procure énormément de bienfaits. J'ai un bien-être de me dire que je peux permettre, ne serait-ce qu'à une seule personne, bah, d'un jour y arriver, en fait. Juste d'avoir, tu vois, été l'allumette qui va déclencher le truc. Hmm. Tu vois, ça, c'est la plus belle des choses que je peux faire dans ma vie. Vraiment. Que finalement, tu vois, là où tu vas te dire, t'arrives à l'antenne, t'as la lumière sur toi, c'est quelque chose d'assez, c'est la vanité, tu vois. T'as un peu un truc d'égo trip. Et en fait, ça t'amène rien. Ça t'amène vraiment rien, en fait. Tu ressens pas de choses positives. Ou alors, ça va, je sais pas, j'aime pas, en fait. Donc, je me dis, il faut que je mette du sens là-dedans. Et bah voilà, en cassant un peu les barrières, en essayant aussi de leur amener mon réseau, pour certains, parce que certains envoient pas mal de CV, ils se prennent des gros murs. Quand t'envoies 40 CV et, parce que tu t'appelles Mehdi, tu vois, t'arrives pas à trouver quelqu'un, bah tu vois, moi je trouve ça problématique aujourd'hui en 2022. Donc fort heureusement, il y a plein de gens qui sont des gens bienveillants et qui sont à des hauts postes aujourd'hui. Et voilà, s'il y a moyen de faciliter les choses, il y a là, on y va. Bon, on est dans les scandales, on est dans les polémiques depuis pas mal de temps, depuis quelques semaines, depuis qu'on se rapproche et qu'on est dans la dernière ligne droite avant d'aller au mondial au Qatar. Bah, tout le monde en parle, tout le monde y va de son avis, de je boycotte pas. Est-ce que tu as un avis, toi, sur la question ou pas? Oui, forcément, j'ai un avis. Alors, on va dire qu'il y a le personnel, ça interroge ta conscience. Voilà, forcément, tu peux pas être quelqu'un d'engagé dans ta vie de tous les jours et pas te préoccuper en fait de la condition des autres.
Et je l'ai toujours fait en plus pour d'autres pays et ça concerne même pas que le Qatar en fait. Et puis bah après, je suis journaliste, donc j'ai ma carte de presse, donc je vais là-bas avec ma carte de presse. Et à aucun moment, tu vois, nous, et ça a été le cas, souvent on a eu cette critique-là, de nous dire ouais vous êtes pro PSG parce que c'est les Qataris. Déjà, on a beaucoup de difficultés d'accès, par exemple, aux joueurs pour avoir des interviews, faut le savoir. On est très mal lotis, on est même sous-considéré, j'ai envie de te dire. On n'est pas à ce qu'on appelle un média premium pour obtenir des interviews du Paris Saint-Germain. Et bah, on n'a jamais reçu d'invectives, de messages, de mails nous disant ouais vous devez attention ne dites pas ça ou autre. On a le droit d'avoir la critique du Paris Saint-Germain. On nous a jamais rien dit et c'est la même chose en fait pour ce mondial-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication de ceux qui seraient nos big boss en fait par rapport à une éventuelle voilà un éventuel mutisme. C'est-à-dire qu'en fait en gros nous on part là-bas en tant que diffuseur, on va traiter l'information comme elle vient en fait. Donc s'il se passe quelque chose, bah évidemment en fait, bah tu parles des choses et tu donnes les infos factuellement. Et après là où moi tu vois, j'ai pas envie de me répandre sur les réseaux à répondre à des gens. Alors ça reste assez ponctuel, mais à expliquer quelle est ma démarche et quel est mon métier et ce que je fais. En revanche, je pense qu'en tant que journaliste, et je pense que d'autres le font dans d'autres rédactions, moi, ça, depuis que le Guardian a publié son enquête, moi, je me suis renseignée. Et donc, du coup, je vais à la pêche aux infos pour que quand une situation va m'arriver, et ce sera le cas peut-être avec le Danemark-Tunisie, par exemple, vu que c'est le Danemark et qu'ils sont très engagés, bah je veux pas propager de fake news. Moi, je veux être factuel et je veux vraiment donner les vraies infos. Donc, j'ai rencontré Amnesty International. J'ai aussi été rencontrer une personne qui travaille à l'ambassade du Qatar à l'époque et qui est rentrée en France aujourd'hui, donc qui a aucun problème à me dire les choses. Je lis tout et j'essaye en fait d'être flexible et de pas avoir d'angle mort dans la situation. C'est-à-dire à la fois parce que j'ai une double culture aussi, ne pas avoir un regard trop occidental et trop européanisé en fait sur une situation d'un pays qui cherche à progresser, notamment sur le droit social, sur l'écologie aussi, avec, il faut le souligner, un gros travail d'Amnesty International. Et je pense on parle beaucoup de boycott, de machin, mais ce qu'a fait Amnesty International, en fait, c'est le travail de la FIFA. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont assurés que cette Coupe du Monde bah, laissera une empreinte dans un pays, mettra la lumière, en fait, sur une problématique qu'il y a dans d'autres pays, et là où, par exemple, les Jeux Olympiques ne l'ont pas fait. Tu vois, pour les Ouïghours, par exemple. Quelle progression aujourd'hui tu as, en fait, pour ces gens? Aucune. Il n'y a rien. Et donc, c'est normal qu'en France, il y ait des voix qui s'élèvent et il faut, tu vois, c'est important. Parce que justement, ça permet de poser le débat, d'amener quelque chose et de dire, voilà, ça, il faut le faire. Et c'est ce qu'a fait Amnesty avec le Qatar. Et à chaque fois, tu vois, c'est ce qu'ils m'ont montré, à chaque fois qu'en fait, ils ont été les voir, on dit, ça, il y a ça, il faut que vous fassiez quelque chose. Il y avait une réaction derrière du Qatar qui faisait avancer une loi, la fin de la kafala. Derrière Amnesty, va vérifier ce qui se passe. Et est-ce que réellement sur le terrain, il y a des changements ou pas? Et le fait est que c'est compliqué, tu vois. Là où nous, en France, on a eu peut-être, je sais pas, 2 siècles de progression pour progresser, bah eux, tu leur demandes sur 10 ans. Donc évidemment, ça va pas. Évidemment, tout comme dans plein de pays. Et je trouve que, tu vois, ce travail-là, il est très important. Et donc, du coup, c'est bien que le débat soit là. C'est bien qu'il y ait une réponse aussi de l'autre côté. D'ailleurs, il y a un plan, et ça, tu vois, en parlant aussi avec les gens qui sont concernés. Il y a un plan 2030 du Qatar qui est sur le droit social, sur l'évolution du droit social et sur l'écologie. Après, une fois que tu as dit ça, bah ouais, t'as des gens qui sont morts. Et ouais, personne ne devrait mourir pour le football. Et je m'en fous en fait du chiffre, tu vois, de te dire ouais, non c'est 600, non c'est 6500, non c'est une seule personne. Bah personne en fait ne devrait vivre ça. Quelle famille en fait peut pardonner en fait tu perds quelqu'un de ta famille? C'est des humains quoi, tu vois. Donc moi en fait déjà j'y vais en tant que journaliste, factuellement pour les choses, pour rester à ma place sportivement. Et si ça s'invite dans le débat sportif, sur le terrain ou même en dehors de cette Coupe du Monde, évidemment, j'en parle. Et tout le monde en parlera, Bim. Il n'y a personne qui nous a dit, vous n'allez pas en parler. Au contraire, en fait, on fait notre travail, c'est logique. Mais après, à titre personnel, moi, j'y vais en ayant une pensée. Déjà, pour les gens bah, qui ont perdu quelqu'un de proche, et quand bien même c'est juste 2 personnes. Pour des gens, et que ce soit au Qatar ou dans d'autres
pays du monde qui, en fait, sont discriminés par rapport à leur lieu de naissance, à leur religion, à leur sexualité. Enfin, en fait, c'est normal, en fait. C'est juste logique. Parce que tu te dis, imagine demain, en fait, tu serais né dans un autre pays et tu te retrouveras à leur place. T'as forcément de l'empathie. C'est logique, en fait. Donc, j'aurais une pensée pour ces gens-là et j'aurais une pensée aussi pour les femmes. Parce que j'y vais avec moi, mon objectif personnel, qui est aussi celui du rôle modèle féminin et qui aussi interroge la France sur pourquoi en fait il n'y a pas de femmes dans ce mondial-là pour la représentation en fait dans la diffusion de ce mondial. On est combien en fait à l'antenne? On est combien derrière? T'as des médias, ils partent, ils ont une seule femme. Donc ça, en fait, ça m'interroge. Donc moi, j'y vais déjà pour finir mon truc, pour finir mon histoire, et je pense que ce sera le chant du cygne, tu vois, peut-être. Je finis mon histoire, c'est-à-dire que voilà, moi en tant que, et c'est pour la première fois vraiment, je te dis, j'appuie sur mon genre. Je suis une femme qui va au mondial présenter, voilà, des matchs. Il y en a pas eu pour le mondial, il y en a pas eu avant. C'est normal? On est combien? C'est pas normal. Combien on va être pendant ce mondial? Et puis en même temps, en me disant que bah voilà, dans ce pays-là, comme dans d'autres pays, bah il y a des femmes qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir cette lumière sur elles et qui aujourd'hui peuvent pas parler de leurs conditions, qui vivent des choses compliquées, même plus que compliquées. Et donc forcément, ben voilà, j'aurais une grande pensée pour elles. Vanessa, merci. Et puis à vous, merci aussi de nous avoir suivis pour un autre épisode de Call Interview avec encore une fois des invités dingues, des anecdotes en folie, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.